Nous sommes le 2 décembre 1993 à Medellín en Colombie. Les autorités viennent tout juste de découvrir la cache du trafiquant de drogue le plus puissant du monde, Pablo Escobar. Ils ne se doutent pas que les forces spéciales du pays sont déjà en route pour l'arrêter. Ce qui suit va devenir l'une des opérations les plus dramatiques de l'histoire de la police colombienne, et elle se terminera par la mort de Pablo Escobar. Nous allons revenir dans un instant sur les circonstances exactes de sa fin, car dans cette vidéo, nous nous intéressons aux chefs de cartel qui ont connu une fin brutale. Commençons par une figure du cartel qui, au premier regard, semble être tout l'inverse d'une criminelle endurcie parce qu'elle est jeune, séduisante et, plus surprenante encore, c'est une femme. Il s'agit de la Mexicaine María Guadalupe López Esquivel, plus connue sous le nom de la Catrina. Elle est entrée dans le trafic de drogue alors qu'elle n'était encore qu'une gamine. À l'âge de 17 ans, elle tombe amoureuse d'un membre du cartel Jalisco Nouvelle Génération. C'est par son intermédiaire que la Catrina entre dans l'univers des cartels, et très vite, elle se voit confier ses propres missions. Elle se révèle d'une brutalité exceptionnelle et ne tarde pas à grimper dans la hiérarchie. Au sein du cartel, on la surnomme aussi la Dame de la Mort, tant il était rare de voir une femme faire preuve d'une telle violence. La Catrina dirige son propre groupe de tueurs, orchestre des rackets d'extorsion et coordonne des enlèvements comme si elle avait toujours fait ça. Le plus absurde, c'est qu'elle ne cherchait même pas à se faire oublier. Sur les réseaux sociaux, elle exhibait ses armes avec fierté. Elle mettait sa puissance en scène en public et semblait obsédée par la célébrité. Mais le 10 janvier 2020, soudain, elle cesse toute activité sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, les autorités ont repéré sa position. Les forces de sécurité mexicaines donnent alors l'assaut à une maison de la Bocanda, où elle se trouvait avec d'autres membres du cartel. Une fusillade d'une rare violence éclate. Une balle atteint la Catrina au cou. Elle s'effondre contre un mur pendant que le sang jaillit de sa blessure. Des images diffusées plus tard montrent des soldats tentant de la maintenir en vie. Ils lui répètent que de l'aide arrive et qu'elle doit tenir bon. Elle est ensuite évacuée en hélicoptère, mais les médecins ne peuvent plus rien pour elle. Elle succombe à ses blessures à l'hôpital. Passons maintenant à un chef de cartel qui a imaginé un plan désespéré pour ne pas finir comme la Catrina. Nous parlons d'Amado Carrillo Fuentes, originaire de Navolato, au Mexique. Il a fondé son propre cartel, le cartel de Juarez, et on le surnommait aussi le Seigneur des Cieux. Et ce n'était pas pour rien. Il faisait transporter des tonnes de cocaïne à bord de sa propre flotte de Boeing 727. Personne n'était plus efficace que lui. Personne ne faisait circuler autant de drogue. Son influence est devenue si immense qu'à certaines périodes, il était considéré comme le criminel le plus recherché de tout le Mexique. Et pourtant, il réussissait toujours à s'échapper. Mais à la longue, la pression devient trop forte. Et durant l'été 1997, il met au point un plan pour disparaître définitivement. Une opération de chirurgie esthétique avec liposuction, afin de modifier son apparence au point de devenir méconnaissable. Il espérait qu'avec ce nouveau visage, une nouvelle vie commencerait. Mais ce plan tourne au désastre. Pendant l'intervention, de graves complications surviennent, et Fuente meurt le 4 juillet 1997. Mais l'histoire devient encore plus étrange après sa mort. 2 jours plus tard, les corps des 2 chirurgiens qui l'avaient opéré sont retrouvés coulés dans du béton, à l'intérieur de barils en acier. Leurs cadavres portent des traces de torture. Personne ne sait avec certitude qui a ordonné leur exécution ni pourquoi. Mais certains pensent là qu'ils ont été éliminés pour empêcher qu'on puisse prouver si Fuentes était vraiment mort. Car encore aujourd'hui, beaucoup sont persuadés qu'il a survécu. Le chef de cartel suivant a connu une fin bien plus violente encore qu'Amado Fuentes. Michael Torres faisait partie de ce qu'on appelle la mafia mexicaine, un gang carcéral extrêmement influent qui opérait principalement en Californie. Il a passé plusieurs années à la prison de Men's Central Jail, mais même derrière les barreaux, il continuait à travailler pour la mafia et dirigeait un vaste réseau criminel. Il faisait même introduire de la drogue dans la prison, avant de la revendre sur place à des prix totalement exorbitants. Mais cette position dominante a aussi fait de lui une cible en prison. Le 6 juillet 2023, 2 autres détenus l'attaquent dans la cour de la prison, Ray Martinez et Juan Angel Martinez. Le mobile exact reste flou, mais il aurait existé un différend personnel entre eux. Ray et Juan le poignardent à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Il meurt peu après. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est que sa compagne est elle aussi retrouvée abattue dans la maison de sa mère une semaine plus tard. Et cela n'avait presque certainement rien d'un hasard.
Mais revenons maintenant à Pablo Escobar, le trafiquant de drogue le plus puissant des années 1980. Il a bâti ce qu'on a appelé le cartel de Medellín, devenu le plus grand exportateur de cocaïne au monde. Cela a fait de lui l'un des hommes les plus riches de la planète, mais aussi l'un des plus impitoyables. Rares étaient en ceux qui poussaient la cruauté aussi loin que lui. Grâce à sa fortune, il parvenait à acheter tout ce dont il avait besoin. Policiers, juges, responsables politiques. Ceux qui refusaient ses pots de vin étaient menacés, armes au poing, puis souvent assassinés avec leur famille. Il était aussi responsable d'innombrables attentats à la bombe et d'exécutions ciblées. Tandis que des milliers de personnes mouraient à cause de lui, il se donnait en même temps l'image d'un bienfaiteur des pauvres. Il faisait construire des maisons et des écoles, et dans les quartiers misérables de Medellín, certains le vénéraient comme une sorte de Robin des Bois. Autrement dit, il menait une double vie. Mais en 1993, son empire commence à vaciller, et il se fait de plus en plus d'ennemis. Les autorités se rapprochent sans cesse, attendant la moindre erreur pendant qu'il se terre dans sa cachette pour enfin le localiser. Le 2 décembre 1993, c'est exactement ce qui se produit. Le jour de son 44e anniversaire, Pablo Escobar passe un appel imprudent à sa femme. Les autorités parviennent à localiser l'appel et envoient immédiatement des unités spéciales à son domicile. Les forces armées le surprennent dans son salon, et pendant quelques instants, Escobar parvient encore à s'enfuir par les toits de la ville. Mais peu après, il est touché au torse, puis au pied, avant de recevoir une balle à la tête. C'est ce dernier tir qui le tue. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Escobar aurait pu tirer lui-même le coup final, mais cela n'a jamais été confirmé. Une chose, en revanche, ne fait aucun doute. Avec sa mort, toute une époque a pris fin. Pas moins de 25 000 personnes ont assisté à ses funérailles, ultime preuve de la manière dont Pablo Escobar inspirait à la fois la peur, la haine et l'admiration. Mais ce n'est pas toujours l'État qui fait tomber les chefs de cartel. Très souvent, ce sont les cartels rivaux, et leur brutalité peut être pire encore. Un exemple particulièrement glaçant est celui de Joséline Alejandra Niño, également connue sous le nom de La Flaca, ce qui signifie à peu près « la maigre ». Ce surnom lui allait parfaitement, car Joséline avait davantage l'apparence d'une adolescente que celle d'une tueuse à la solde d'un cartel. En réalité, elle travaillait comme tueuse pour le cartel du Golfe et exécutait des missions d'une extrême violence, y compris la torture de prisonniers. Au Mexique, les cartels recrutent souvent des femmes comme elle parce que leur apparence jeune leur permet de se fondre dans le décor et d'éviter les soupçons. Cette apparence lui a longtemps permis de passer inaperçue, mais en 2015, Joséline devient brusquement connue du grand public lorsqu'une photo d'elle, tenant un fusil d'assaut, commence à circuler sur les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, elle est totalement exposée à ses ennemis. Le cartel rival Los Metros finit par la repérer et l'enlever le 12 avril 2015 dans l'État mexicain de Tamaulipas. Dès le lendemain, les autorités retrouvent son corps démembré à l'intérieur d'une glacière sur un parking à Matamoros. Sur les lieux, les enquêteurs découvrent aussi le corps décapité d'un homme qui appartenait lui aussi au cartel du Golfe. La brutalité des méthodes employées par les cartels apparaît aussi dans l'affaire du Ranch Monterrico. Il s'agit d'une propriété isolée au Mexique que le cartel CJNG utilise comme centre d'entraînement. Et pas seulement. Plusieurs indices laissent aussi penser que ce ranch aurait pu servir de lieu d'exécution. Selon certaines informations, les lions, les crocodiles et même les cochons présents sur la propriété étaient nourris avec des restes humains, parfois alors que les victimes étaient encore en vie. On pourrait croire qu'on touche déjà là au fond absolu de la cruauté humaine, mais il existe un cas confirmé encore plus atroce. Il concerne un Mexicain du nom de Hugo Hernandez. Il n'était même pas membre d'un cartel. Tout ce que l'on sait, il s'est simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. En janvier 2010, ses restes sont retrouvés dans l'état de Sinaloa. Ce qu'on lui a fait dépasse l'imaginable. Il a été torturé pendant des jours, puis la peau de son visage a été retirée avant d'être cousue sur un ballon de football. Lorsque son corps a été retrouvé, ses bras et ses jambes avaient été sectionnés de son torse. Mais il existe encore un autre exemple de la manière dont les cartels opèrent avec une violence inouïe, et celui-ci n'est clairement pas pour les âmes sensibles. Santiago Meza Lopez est devenu connu comme le cuisinier du cartel mexicain de Teodoro Garcia Cimental. Vous imaginez peut-être déjà ce que cela signifie ? Sa tâche consistait littéralement à faire disparaître les victimes en dissolvant leur corps dans l'acide. Il dissolvait les corps jusqu'à ce qu'il n'en reste presque rien. Face à de telles atrocités, on ne peut qu'imaginer quelles autres méthodes les cartels utilisent encore dans l'ombre.
Maintenant, dites-nous quel cas vous a le plus choqué parmi tous ceux que nous venons d'évoquer. Écrivez-le dans les commentaires et n'hésitez pas à laisser un like si vous voulez voir davantage de vidéos comme celle-ci.